Bon, ma perception de la situation, c'est que d'abord, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le ciel. Vous vous rappelez, dans les années 2000, il y avait eu cette histoire qu'on a appelée Leadership Academy, qui se proposait comme cela de récolter les épargnes des petits épargnants et même des grands épargnants, et ensuite de les déposer dans des comptes suisses. Et que une fois déposés dans ces comptes suisses, entre autres choses, cela devait être rémunéré à des taux assez exorbitants qui pouvaient frôler parfois les 50%. Et il s'est proposé également de former les hommes d'affaires à la pratique des affaires de haut niveau. C'est pour cela que ça s'appelait d'ailleurs Leadership Academy. Donc, la conciliation ou bien la mise ensemble entre la volonté ou bien la possibilité de vous offrir des gains assez importants et de l'autre côté une formation dans un domaine bien précis qui se veut pointu, c'est une arnaque aussi vieille que le monde. Et je vous parle là des années 2000 et on avait eu pratiquement la même situation. Les gens avaient déposé les épargnants. Lorsqu'on totalisait les victimes, ça se chiffrait pratiquement autour de 5 milliards. Donc, vous avez toujours comme cela des gens qui apparaissent de nulle part au Cameroun, offrent des choses les plus incroyables et réussissent à embarquer le plus grand nombre de personnes là-dedans sans que cela, dès le départ, ne suscite une certaine action ou bien une certaine méfiance des pouvoirs publics qui sont pourtant chargés de veiller à la régularité de certaines choses. Bon, moi je comprends. Pour la simple et unique raison que nous sommes dans un contexte de misère ambiante. Et quand vous voyez la capacité avec laquelle les Camerounais croient au miracle, c'est la même chose pour tous ces nouveaux mouvements religieux, que ce soit chrétiens, musulmans, asiatiques, orientaux, etc. Vous avez des gens qui aujourd'hui pensent que par un claquement de doigts, ils peuvent résoudre tous leurs problèmes, que ce soit les problèmes de santé, les problèmes professionnels et surtout les problèmes matériels. Donc, c'était normal que ces faiseurs de miracles la trouvent également leur part de brebis. Deuxième chose, nous sommes dans un contexte de misère intellectuelle assez importante. Je ne sais pas pourquoi, mais le niveau de régressement culturel, de régression culturelle au Cameroun est assez inquiétant. Et le lieu d'observation primordial, ce sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand vous voyez le registre de langage sur les réseaux sociaux, le niveau, qu'on peut dire, d'orthographe, de grammaire, de syntaxe que vous avez sur les réseaux sociaux, et surtout le niveau de raisonnement des uns et des autres, les arguments qui sont mobilisés par les uns et les autres et qui tournent généralement autour de l'injure, de l'invective, etc. Je ne pense pas qu'on ait un autre prototype de pays en Afrique qui soit tel que ce que nous vivons aussi aujourd'hui. Donc la misère intellectuelle s'associe à la misère matérielle, comme je vous le disais tantôt, fait en sorte que les gens sont prêts à croire n'importe qui, à croire à n'importe comment, n'importe quand et à n'importe quoi. Donc moi je ne suis pas très surpris et je ne serais pas surpris si demain, dans 2 mois, 3 mois, 5 mois, 1 an, un autre Mida sorte là et que je vois les gens embarquer dedans. Parce que ça fait pas 6 mois, on n'a pas encore fini de discuter l'affaire de Djenoudoum Kandem et son affaire de GSM, que les gens trouvent quand même moyen d'aller s'embarquer dans une autre histoire qu'on appelle le Mida. Donc c'est quand même incroyable. Non, je ne confirme pas parce que je ne connais pas bien malin qui nous dira quels sont les tenants, les aboutissants de cette affaire de Mida. D'où est-ce qu'ils viennent? Où est-ce qu'ils ont d'abord trouvé l'argent au départ, les mises de départ pour pouvoir payer les premiers contributeurs? Est-ce que le gouvernement a raison d'arrêter les contributions actuellement alors que officiellement il n'y avait aucune plainte d'arnaque, contrairement à GSM où les gens se plaignaient? Est-ce que c'était une action préventive salutaire? Est-ce que ces gens-là demandaient aux autres de s'adonner à certaines prières? On m'a parlé de symboles, de logos. Vous savez, en matière de crypto-analyse, en matière de sémiotique, etc.,
on peut donner tout sens à tout sigle, tout sens à tout symbole. Quelqu'un, autant vous interprétez la demi-lune comme le signe de la mosquée, sous d'autres aussi on peut interpréter ça autrement. Autant vous croisez vos pieds, bref, toute chose peut donner lieu à divers types d'interprétations. Seulement, est-ce qu'ils se sont revendiqués véritablement d'un ordre ésotérique bien précis? Parce que moi je sache, les ordres philosophiques, les obédiences ésotériques ne se cachent pas souvent derrière une quelconque. Ils se présentent clairement, c'est-à-dire que si c'est la rose croix, si c'est le yoga, si c'est l'ordre international du temple solaire, si c'est la franc-maçonnerie, etc., je pense que généralement, ils assument souvent leur sigle, quoi. Donc, je me dis qu'ils se sont donné un nom. Est-ce une stratégie pour attirer les gens afin de se présenter officiellement en disant que ceux qui vous ont donné l'argent hier, c'est telle personne? Je ne sais pas, puisqu'ils ne sont pas arrivés au bout du processus. Et maintenant, au Cameroun, vous savez aussi tout ce que vous faites, hein, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire que vous faites une thèse, on dit c'est la sorcellerie. Vous jouez au football, c'est la sorcellerie. Vous faites dans les affaires, c'est ésotérique, etc. Donc, entre ce qui est véritablement ésotérique et ce qui ne l'est pas, on a souvent du mal à distinguer le bon grain de l'ivraie, quoi. Oui, ce sont des victimes dans la mesure où ils ne sont pas assez outillés sur les montages financiers. Ils ne sont pas, je parlais tout à l'heure de misère intellectuelle, ils ne sont pas assez outillés pour que leur vigilance soit attirée par certaines situations. Ils ne sont pas assez outillés pour savoir que de par le monde, et dans l'histoire même du Cameroun, il y a eu de telles arnaques de par le passé. Ils ne sont pas assez outillés pour connaître les dispositions légales qui devraient régir ce genre d'activité. Donc je me dis, on peut parler véritablement de victimes dans ce sens-là. Mais également, ils sont davantage victimes parce qu'ils sont dans une société où on encourage la facilité, où on encourage le miracle, où on vous dit la vie c'est le hasard. Et que même les plus hautes autorités laissent faire les gens. Vous n'avez qu'à voir le nombre de jeux de tombola qu'il y a autour des boissons. Vous n'avez qu'à voir comment dès le plus bas âge, les enfants sont initiés aux jeux de hasard. Chose totalement incroyable ailleurs. Devant le lycée de Biémassi, par où je passe tous les soirs, vous avez 3 kiosques de paris sportifs. Et à quelques mètres de là, vous avez 2 salles dédiées aux paris sportifs qui sont essentiellement fréquentés par des élèves. Donc, lorsque vous faites une société de paris comme cela, une société où on croit à l'enrichissement subi, à la réussite facile, c'est normal que les gens y croient parce qu'ils ont été conditionnés, ils ont été formés comme cela, ils ont été moulés dans ce genre de croyances. Et ils peuvent se laisser berner par n'importe quel gourou, par n'importe quel féman, etc. Donc, on a encouragé l'enrichissement facile au Cameroun. C'est ça le plus grand problème. Et par conséquent, je peux penser que ceux-là, ce sont des victimes. Bon, je peux me dire que les membres du gouvernement avaient sûrement des informations qui les ont amenés à agir dans ce sens et qui seraient de nature à les inquiéter. Vous savez, le pays a assez de services de renseignement et assez de services compétents pour pouvoir évaluer ce genre de situation et peut-être savoir où est-ce qu'on va. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que comment des gens pareils ont pu opérer pendant des mois sans que cela n'attirasse l'attention des gouvernants et qu'on laisse d'abord des milliers et des milliers de Camerounais s'engouffrer dans cette histoire avant qu'on ait tiré la sonnette d'alarme. Je pense qu'on aurait pu faire cela beaucoup plus tôt et que si la société était véritablement organisée, ce truc-là n'aurait même pas débuté et même si ça aurait débuté, ça aurait été arrêté le plus tôt possible. Mais on peut là reprocher comme une certaine défaillance justement de ces gouvernants qui n'interviennent que lorsqu'on a l'impression qu'il s'est fait déjà assez tard.
Bon, vous savez, toute situation peut être récupérée politiquement. Oui, quel sera le gain politique ici? Parce que quand on parle de récupération, il faudrait qu'on mesure les gains. Quel sera le gain ici? Parce que le gain n'est pas clair ou bien n'est pas évident. Parce que vous avez d'un côté les gens qui estiment que vous les avez empêchés de s'enrichir. Oui. C'est la perception de la plupart des membres de MIDA. Ils estiment que le gouvernement est venu bloquer un processus où ils devaient s'enrichir. D'où la revendication, certains qui disent qu'ils ne veulent pas le remboursement, ils veulent leur paiement. Et de l'autre côté, vous avez d'autres personnes qui estiment que le gouvernement a laissé faire pendant longtemps et qu'il y aurait même des complicités à des niveaux très haut placés. Et maintenant, le gouvernement se retrouve dans une situation où si l'argent qui a été récupéré entre les mains des responsables de MIDA n'est pas suffisant, il devra compléter pour pouvoir rembourser ceux qui ont investi dans cette affaire-là. Donc, dans tous les cas, je pense que le gouvernement est plutôt en position très indélicate et ne saurait se vanter ou se prévaloir d'une telle action. Bien au contraire. Mais le gouvernement se présente là comme l'État-providence qui est venu sauver ses citoyens d'une arnaque financière. Bon, entre ce que le gouvernement dit, tel qu'il se présente, et ce que les gens perçoivent et ressentent, il y a une différence. Le capital politique se trouve dans la perception. Est-ce que les gens perçoivent l'action du gouvernement comme étant une action salutaire? Moi, je ne pense pas. Bon, pour ce qui concerne la légalité, l'État est en charge de veiller à l'ordre public et à la paix sociale. Sur ce fondement-là, l'État peut estimer que toute activité qui est de nature à troubler l'ordre social et la stabilité nationale, il doit prendre des mesures pour arrêter cela, pour restaurer l'ordre public ou prévenir l'ordre public. Mais, quant au mécanisme d'indemnisation, moi-même j'aimerais voir, parce qu'actuellement ils disent qu'ils s'en sont encore au niveau du comptage des billets, parce qu'il y avait trop de petites coupures. Et je parie que très bientôt, vous aurez différents sons de cloche entre les gens de MIDA qui diront qu'on a récupéré 10 milliards chez eux, le gouvernement qui dira peut-être qu'on a récupéré juste 2 milliards, etc. Donc il y aura ça. Il va se poser un problème d'échelonnement du paiement. Nous sommes d'abord dans un contexte où l'État n'arrive pas véritablement à payer sa dette intérieure, où vous avez les anciens qui grèvent parce que certains ont fait 60 mois sans salaire, voire plus. Vous avez les anciens, les retraités ou bien les anciens employés des sociétés d'État qui ont été liquidés, qui sont tous les jours dans la rue parce que leurs droits ne sont pas payés. Vous avez les pensionnaires qui peinent parfois à toucher leur pension retraite parce que les fonds ne sont pas toujours disponibles et bien d'autres choses. C'est-à-dire que l'État fait défaut de paiement dans plein de domaines et dans plein de secteurs. Pourquoi ces secteurs devraient-ils être prioritaires? Quel est le message qu'on envoie à la population? C'est-à-dire qu'un enseignant qui a été formé, qui enseigne depuis 60 mois à l'arrière-pays, qui n'a pas de salaire, qui n'arrive pas à se nourrir, à se vêtir, à se loger convenablement alors qu'il travaille pour l'intérêt national, est-il moins prioritaire qu'un monsieur qui allait se livrer à une aventure pour un enrichissement rapide? Quel est le message qu'on veut donner à la société? Est-ce qu'on veut toujours continuer dans cette logique d'encouragement? Parce que qu'est-ce qui va alors se passer demain? C'est qu'un autre MIDA va venir, les gens vont dire que c'est du risque zéro. Au pire des cas, si les gars veulent nous escroquer, le gouvernement va intervenir et on va nous rembourser l'argent. Au meilleur des cas, nous serons les premiers à investir et on va toucher, les sommes escomptées. Dans les deux cas, c'est un très mauvais message qu'on envoie à la population.